Heureux de vous retrouver sur la chaîne Souvenirs de grand-mère. La protagoniste du jour, c'est Marie, avec son histoire incroyable, bonne visualisation. Je m'appelle Marie-Laurent, j'ai 73 ans. Mes cheveux sont blancs comme la neige qui recouvre les toits de Lyon à la fin du mois de décembre. Et mon cœur. Mon cœur a été un jour brisé en 1000 morceaux. Mais je suis toujours là, entière, forte, avec une histoire que peu de femmes oseraient raconter. Je vais vous dire comment j'ai découvert que mon mari me trompait depuis 15 ans et comment, pas à pas, j'ai planifié la vengeance la plus silencieuse, la plus précise et la plus libératrice de ma vie. Mais avant cela, vous devez comprendre qui j'étais pour réaliser à quel point j'ai changé. À cette époque, j'étais simplement la femme de Laurent, une femme ordinaire qui se levait tous les matins à 5 heures pour préparer le thé noir, enfourner le pain et attendre qu'il sorte de la salle de bain. J'aimais prendre soin de lui. J'aimais ça vraiment. J'avais l'impression que c'était ma mission. Je me sentais utile, presque importante. Nous vivions dans un petit appartement au 3e étage d'un vieil immeuble en briques. L'escalier grinçait sous nos pas. L'odeur du café frais et du pain de seigle flotte encore dans ma mémoire. Le parquet craquait quand il passait avec ses chaussures noires usées. Il accrochait toujours son manteau de travers. Et moi, chaque jour, je le remettais droit. Et puis, un jour ordinaire, un jour comme un autre, le monde a basculé. C'était le début de l'automne. Les feuilles des bouleaux étaient déjà jaunies et tapissèrent le sol comme des pages arrachées d'un vieux journal. Je fouillais dans de vieilles affaires dans l'armoire de notre chambre et, tout à coup, je suis tombée sur une boîte que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était cachée sous une pile de chaussettes et de chemises usées. À l'intérieur, une enveloppe. Et dans cette enveloppe, des lettres écrites à la main, avec une écriture féminine et élégante. Une seule phrase s'est gravée dans ma tête. Laurent, je ne peux plus attendre le jour où tu quitteras enfin ta femme pour être avec moi. Laurent, c'est comme ça que je l'appelais quand j'étais amoureuse. C'était notre petit nom tendre et intime. Une chaleur m'a envahi. Mes jambes se sont dérobées. Mes mains tremblaient tellement que la lettre m'est tombée des doigts. Je me suis assise au bord du lit, en silence. Seuls les tic-tac de l'horloge murale et les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles. La lettre datait d'il y a 13 ans. 13, pas des mois, pas des semaines, des années. Il me trompait presque depuis le début de notre mariage. Et moi, je lavais ses chemises avec amour, je cuisinais sa soupe préférée, je l'attendais à chacun de ses retours de déplacement. Est-ce que j'étais une idiote? Non, je ne l'étais pas. Et ce jour-là, quelque chose est né en moi. Ce n'était pas encore de la colère, c'était du vide, comme si tout en quoi j'avais cru s'était évaporé, comme si ma vie avait été un mensonge cousu avec soin. Mais ce jour-là, je n'ai rien dit, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement remis la lettre à sa place. Et dans ce silence, j'ai commencé à planifier, doucement, très lentement, comme si je plantais une graine dans une terre gelée. À ce moment-là, j'étais encore cette femme qui avait peur, qui tremblait à l'idée de se retrouver seule, qui croyait que l'amour signifiait tout supporter. Mais cela allait changer, et j'étais prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Si mes histoires vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est Mamie Marie qui vous parle. Et chaque abonnement est comme une étreinte chaleureuse pour mon cœur. Merci d'être là, avec moi. Après ce jour, tout a changé. Non, pas à l'extérieur. Je continuais à préparer le petit déjeuner, à repasser ses chemises, à poser sa tasse de thé sur la table à 7 heures précises. Mais à l'intérieur, tout était différent. J'ai commencé à le regarder autrement. Avant, quand j'entendais la porte d'entrée s'ouvrir, mon cœur bondissait de joie. Maintenant, il se figeait. Je scrutais ses yeux à la recherche d'un mensonge, sa voix pour y déceler du faux, son odeur pour y percevoir des traces de parfums étrangers. Et le plus terrifiant,
c'est que j'ai commencé à voir, à entendre, à ressentir ce que je n'avais jamais remarqué, ou peut-être pas voulu remarquer. Il était devenu plus froid. Ses gestes étaient mécaniques. Il me disait « Bonne nuit » avec un visage vide. Il ne me demandait plus comment s'était passée ma journée. Il ne remarquait plus quand je me coupais les cheveux, ou peut-être que si, mais il s'en fichait. À l'intérieur, une voix murmurait « Il n'est plus avec toi. Il est avec elle. » Peut-être depuis longtemps. J'ai commencé à observer, pas ouvertement, juste attentivement. J'ai remarqué que ses déplacements devenaient plus fréquents, mais ne duraient jamais plus de 2 jours, qu'il éteignait son téléphone plus souvent, que, dans son portefeuille, il y avait 2 billets de cinéma, mais pas pour le film qu'il disait avoir vu avec son frère. Je l'écoutais parler au téléphone dans une autre pièce. Son ton changeait. Il devenait plus doux, plus tendre. Cette voix-là, il ne me l'adressait plus depuis longtemps. Il riait autrement, comme s'il vivait une autre vie, dans laquelle il respirait vraiment. Et moi, vous savez ce que je faisais? Je souriais. Oui, je le regardais dans les yeux et je souriais, calmement, comme si je ne savais rien, comme si tout allait bien. J'ai même recommencé à m'intéresser à ses affaires, à le soutenir, à lui préparer ses plats préférés. Je suis redevenue cette épouse qu'il aurait pu apprécier. Mais pas parce que je voulais le récupérer. Non, je voulais qu'il pense que tout était sous contrôle, que j'étais toujours la même Marie, fiable, aveugle, domestique. Et pourtant, en moi, un plan prenait forme, long, lent, pas une vengeance, une libération. Je ne voulais pas le briser, je voulais me libérer, et le faire avec élégance. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté, je glissais de la monnaie dans une vieille boîte à café. Chaque fois qu'il me donnait de l'argent pour les courses, j'économisais. D'abord 1 euro, puis 10, puis plus. Il fallait que je sois prête. Pour le jour où je partirais, ou pour le jour où il comprendrait tout. Et à ce moment-là, je serais déjà forte. Il ne soupçonnait rien. Et moi, j'ai recommencé à écouter mon intuition, à ressentir le monde, à redécouvrir qui j'étais, pas seulement ce que j'étais pour lui. C'était une sensation nouvelle, d'abord effrayante, puis libératrice. J'ai même recommencé à écrire. Le soir, quand il dormait, je prenais un vieux cahier et j'écrivais mes pensées. Honnêtes, bruyantes, sales, effrayantes, mais à moi. Dans une des pages, j'ai écrit « Si un jour il part, je ne m'écroulerai pas. Je deviendrai moi. Peut-être même que je serai heureuse. » Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi paisiblement. À côté d'un homme qui m'avait trahi, mais surtout, à côté de la femme en moi qui commençait à se réveiller. Chaque jour, je devenais plus silencieuse à l'extérieur, mais plus forte à l'intérieur. Le silence est devenu mon armure. Il pensait que j'étais simplement fatiguée, que l'âge faisait son œuvre, que j'étais une vieille femme usée qui finissait simplement ses jours. Mais moi, je commençais à vivre. Autrefois, je parlais trop, je posais des questions, je m'inquiétais, je partageais mes pensées. Maintenant, j'écoutais, j'observais. Les mots n'étaient plus nécessaires. Ils gênaient. Ce dont j'avais besoin, c'était de voir. De retenir, j'ai commencé à collectionner ces mensonges comme des perles, une à une, et le collier s'allongeait chaque jour. Je me souviens d'un soir. Il est rentré plus tard que d'habitude. Il sentait le parfum de femme, pas le mien, doux, avec des notes de vanille. Il n'a même pas essayé de le masquer. Il a accroché son manteau et s'est assis pour dîner. Je lui ai servi une assiette de soupe. Je me suis assise en face. Je l'ai regardé manger, et un seul mot tambourinait dans ma tête comme un marteau. Éhonté. J'ai souri. C'est bon? Ai-je demandé calmement. Il a hoché la tête sans détourner les yeux de son assiette. Tu cuisines toujours bien, ma petite Marie. Ma petite Marie. C'est comme ça qu'il m'appelait quand il voulait éviter les conversations. Je connaissais ce ton. C'était la voix d'un homme qui n'avait plus peur de perdre. Il était sûr. Elle ne partira pas. C'est mon décor, mon fauteuil, mon ombre.
Mais je n'étais plus une ombre. J'avais commencé à sortir seule, au marché, à la pharmacie, chez le primeur. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais être dehors, seule, au milieu des gens, regarder les visages, écouter les conversations des passants. Je suis même allée seule à la bibliothèque. J'ai emprunté un livre de psychologie. C'est drôle, non? Lire à 70 ans un ouvrage sur le pouvoir de l'intuition féminine. Mais je n'ai pas ri. J'ai absorbé chaque mot, chaque pensée qui me disait « Tu as le droit à ta propre vie ». Il ne remarquait aucun changement en moi. Aucun. Même quand je me suis teint les cheveux, il n'a rien dit. Comme s'il regardait à travers moi, et moi, j'ai commencé à remarquer les autres hommes. Pas dans un sens romantique, mais à simplement voir, ressentir qu'il existait encore des gens dans le monde qui souriaient, qui vous regardaient dans les yeux, qui montrèrent de l'intérêt, même brièvement, même par hasard. J'ai recommencé à me sentir vivante. Pourtant, je restais silencieuse. Je ne faisais pas de scène. Je ne réclamais pas d'aveu. Je savais qu'il mentait, mais je n'avais pas besoin de mots. Je voulais que la vérité lui brûle entre les mains, que, tôt ou tard, il réalise ce qu'il avait perdu, et que ce soit déjà trop tard. Un jour, je suis tombée sur une autre lettre, récente, cette fois, datée d'il y a seulement quelques semaines. Et il y avait une photo. Eux deux, dans une maison de campagne, il la tenait par la taille et souriait comme il ne m'avait plus souri depuis au moins 20 ans. J'ai regardé la photo et je n'ai pas pleuré. J'ai regardé et j'ai senti mourir tout ce qui nous avait unis un jour. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis la photo dans un cadre et je l'ai posée dans la bibliothèque. Parmi ses livres, qu'il la voie, qu'il décide lui-même quoi faire de cette vérité. Je n'avais plus peur. Quelques mois ont encore passé. Je vivais comme une actrice dans une pièce de théâtre, jouant chaque soir le même rôle de l'épouse fidèle. Mais à l'intérieur, je répétais déjà une autre pièce, où j'étais le personnage principal, et lui, un rôle secondaire, oublié dès le 3e acte. Je continuais à lui préparer le dîner, à laver ses chemises, mais avec une pensée différente. Bientôt, ce sera fini. Très bientôt, pendant qu'il menait sa double vie, je construisais la mienne, calmement, sans éclat. J'ai commencé à cacher mes papiers, passeport, carte de retraité, titre de propriété de l'appartement. J'ai transféré mes économies sur un compte séparé, dont il n'avait aucune connaissance. Chaque matin, je me réveillais avec un seul objectif: devenir libre, pas brisée, pas pleine de haine, simplement paisible, libérée de l'intérieur. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à respirer autrement, plus lentement, plus profondément, comme si une pellicule qui avait couvert mes poumons pendant des années commençait enfin à se dissoudre. Il ne comprenait toujours rien. Un soir, il est rentré à la maison de mauvaise humeur. Il a jeté ses clés sur l'étagère et a grogné. Pourquoi il fait encore sombre ici? Il est tout, le dîner. Je l'ai regardé calmement. Il est dans le frigo. Tu peux le réchauffer toi-même. Il s'est figé, m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai souri. Tout va bien, Laurent. Il a froncé les sourcils, haussé les épaules et est allé dans la cuisine. Et moi, je suis restée là, dans le salon, et j'ai ressenti une force, petite, mais bien réelle. C'était mon premier pas. La première fissure dans sa certitude. La première goutte dans l'océan de changement que j'étais sur le point d'amorcer. Le lendemain, je suis allée voir une amie que je n'avais pas vue depuis des années. Elle s'appelait Lydia. Elle aussi avait vécu une trahison, sauf que son mari était parti tout de suite. Le mien, lui, restait. Il s'en allait tous les jours tout en dormant encore sous mon toit. On a bu du thé dans sa cuisine. L'odeur du miel de tilleul et des pâtisseries chaudes m'a rappelé ma jeunesse. « Marie, tu es encore avec lui ?» m'a-t-elle demandé sans jugement, juste avec douceur. J'ai hoché la tête. Pour l'instant, oui. Pourquoi? J'ai gardé le silence longtemps. Puis je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Pour qu'un jour je parte, non pas brisée, mais forte. » Elle m'a serré la main. « Alors, ma belle, tu es déjà à mi-chemin.
Ce jour-là, je suis rentrée tard à la maison. Il n'avait pas appelé, il n'avait pas écrit, il s'en fichait. Et c'était bien comme ça, parce que moi aussi, je commençais à m'en fiche. Je n'attendais plus son amour. Je ne demandais plus sa tendresse. J'avais commencé à la chercher en moi. Et quand on cesse d'attendre, on commence à vivre. Il était parti depuis longtemps. Seuls ses pas résonnaient encore dans l'appartement. Son âme était ailleurs depuis bien longtemps. Et vous savez ce que j'ai compris? Je ne lui appartenais plus. Tout mûrissait comme une pomme sur une branche, lentement, sous le soleil de la douleur et de la patience. Je savais qu'il ne fallait pas me précipiter. La vengeance, si on peut l'appeler ainsi, devait être froide, précise, sans cri, sans drame, juste des actions, silencieuses. Comme une chute de neige en janvier, je ne rêvais plus qu'il revienne vers moi. Je ne rêvais même plus qu'il se repente. J'avais besoin d'une seule chose, partir avec dignité, sans me rabaisser, pour qu'il comprenne qu'il avait perdu une femme qu'il ne retrouverait jamais, et j'ai commencé à agir. Première chose, l'appartement. Il était à nos deux noms, mais avait été payé avec l'argent de mes parents. Et ça, c'était ma carte. Je suis allée chez le notaire, je me suis renseignée. J'ai appris qu'on pouvait lancer une procédure discrète, légale, sans conflit, juste commencer, au cas où. J'ai souri. La femme derrière le bureau a tout compris sans poser de questions. Ensuite, grâce à une amie de Lydia, j'ai trouvé un avocat expérimenté. Il m'a aidé à rédiger une procuration pour pouvoir tout gérer sans Laurent. Je le payais avec mes économies, celles que je continuais à mettre de côté. Et chaque euro dépensé me rapprochait un peu plus de la liberté. Il continuait à vivre comme si de rien n'était. Les mêmes escapades à la campagne, les mêmes voyages de travail. Mais maintenant, je savais exactement où il allait. J'avais les photos, j'avais engagé un jeune homme, le fils de ma voisine, un étudiant. Il travaillait dans un labo photo et savait comment tout faire discrètement. En quelques jours, c'était réglé. Il m'a apporté un dossier entier. Dedans, il y avait des photos, Laurent et elle, en dehors de la ville, dans un restaurant, sur un parking, en train de s'embrasser dans la voiture. J'ai regardé ces photos, et en moi, il n'y avait plus rien. Ni douleur, ni colère. Juste du calme. Parce que maintenant, j'avais les preuves. Et un plan. Un soir, il est rentré encore après minuit. Je ne l'attendais plus. Je dormais déjà. Le matin, il est entré dans la chambre, s'est assis au bord du lit et m'a dit « Tu t'éloignes de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tout va bien, Laurent. Je suis juste fatiguée. » Il ne m'a pas cru. Je l'ai vu dans son regard. Il a voulu dire autre chose, mais il s'est tu. Il sentait que je m'éloignais. Mais moi, j'étais déjà partie. À l'intérieur, j'étais déjà loin. J'ai commencé à faire mes valises doucement. Pas tout, pour qu'il ne se doute de rien. Papiers, bijoux, vieilles lettres, photos de mes parents. Tout ce qui m'appartenait vraiment. Je les mettais dans des cartons et les apportais chez Lydia, sous prétexte que je faisais du tri. Il ne posait pas de questions. Tout était prêt. Il ne me restait qu'à choisir le moment. Je voulais qu'il se souvienne de ce jour-là, qu'il ne puisse jamais l'effacer. Alors je souriais. Je faisais des tartes. Je marchais dans la maison en peignoir, je faisais semblant que tout était comme avant. Mais dans l'armoire, entre mes robes, la valise était déjà prête. C'est arrivé un mercredi. Pas parce que ce jour avait une signification particulière. C'est juste tombé comme ça. Je me suis levée tôt, comme d'habitude. J'ai fait du thé, j'ai grillé du pain. Il dormait encore, allongé sur le dos. Il ronflait légèrement, le pli habituel sur le front. Je l'ai regardé et j'ai pensé « J'ai aimé cet homme toute ma vie. » Et il a tout jeté comme un déchet. Je ne pleurais plus. Non. À 8h15, j'ai quitté l'appartement. La valise était déjà chez Lydia. J'ai pris seulement mon vieux sac, avec les clés, les papiers et une photo de mes parents. Je savais que je ne reviendrais plus jamais. Dans la cuisine, j'ai laissé une lettre, juste là où il s'asseyait chaque matin pour prendre son thé.
J'ai écrit: Laurent, je sais tout, depuis longtemps, et je me suis tue. Pas parce que je ne voyais rien, mais parce que j'observais. Tu ne m'as pas trahi une seule fois, mais chaque jour pendant 15 ans, tu pensais que je ne partirais jamais, que j'étais dépendante, vieille, faible. Mais tu t'es trompée. Je pars, pas pour te punir, mais pour me choisir. L'appartement sera partagé. Tous les documents sont déjà chez l'avocat. Ne me cherche pas. Je ne suis plus à toi. Et je ne le serai plus jamais. Je te souhaite d'être heureux, avec elle ou sans elle. Marie. J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai glissée sous sa tasse, celle avec les petites fleurs bleues, la même dont il buvait son thé depuis 20 ans. Puis je suis partie, dehors. L'air était frais. Fin septembre. Ça sentait les feuilles mortes et la fumée des cheminées. Je me suis arrêtée devant l'immeuble et j'ai respiré profondément. C'était ma première vraie respiration depuis des années. Lydia m'attendait à la station de métro. Elle m'a prise dans ses bras, fort, comme seules les femmes savent le faire, sans un mot. Nous sommes allés chez elle. Elle avait une petite chambre au 2e étage d'une maison où je pouvais rester le temps de décider la suite. Et c'était suffisant, parce que j'étais libre. Ce jour-là, je n'ai pas regardé mon téléphone. Je l'ai éteint. Je savais qu'il appellerait, qu'il enverrait des messages, peut-être pour supplier, peut-être pour crier. Peu importe. Je n'avais pas l'intention de répondre. Et le soir, tout à coup, j'ai senti une légèreté que je n'avais pas connue depuis très longtemps. Je me suis tenue près de la fenêtre, j'ai regardé le réverbère. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais pas à lui. Je pensais à moi, à ce que je voulais, où j'irais, ce que je lirais, qui je rencontrerais. Je n'étais plus une épouse. J'étais redevenue Marie. Et même si je n'avais plus ma jeunesse, plus ma beauté, il me restait ce qu'il y a de plus précieux, le temps. Et je n'avais plus l'intention de le gaspiller pour ceux qui ne le méritaient pas. Les premiers jours ont été étranges, pas effrayants, juste étranges. Je me réveillais le matin et je ne savais pas quoi faire. Je n'avais plus à préparer le petit déjeuner de personne. Je n'avais plus à attendre d'appel. Je n'avais plus à craindre un autre mensonge. Je m'asseyais dans la cuisine de Lydia. Je buvais du thé et j'écoutais simplement le silence. Il était nouveau, réel. Aucun pas dans le couloir, aucun soupir lourd plein de reproches. Juste moi et ma respiration. Lydia m'a proposé d'aller à la campagne, changer d'air, respirer. J'ai accepté. Nous sommes partis 1 semaine. Petite maison en bois, clôture bancale, portail grinçant, et de l'air pur qui sentait la terre, l'herbe et l'automne. Là-bas, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans penser à personne. J'ai recommencé à écrire. Pas seulement des pensées. J'ai commencé à me souvenir de moi, la petite fille d'Arkhangelsk qui rêvait de devenir bibliothécaire, l'adolescente qui lisait des poèmes de Pasternak sous les couvertures avec une lampe de poche, la femme qui peignait autrefois. Dans son lit, j'ai retrouvé une vieille boîte de crayons de couleur et j'ai dessiné un arbre. Juste un arbre, mais il était fort, avec des racines, comme moi. Et plus je me souvenais de moi, plus lui, Laurent, s'effaçait. Cette figure qui, autrefois, était le centre de mon monde, commençait à pâlir. Sa voix ne résonnait plus dans ma tête, je ne sentais plus son odeur, je n'entendais plus ses pas. Il commençait à disparaître. Et moi, à apparaître. Un matin, Lydia a posé 2 tasses de thé sur la table et m'a dit « Tu sais, quand je te regarde, j'ai l'impression de voir une autre femme, une femme plus jeune de 20 ans. » J'ai éclaté de rire, sincèrement. C'est juste que sans lui, j'ai enfin cessé de me courber. On a ri longtemps, pour de vrai. Je n'avais pas ri comme ça depuis la mort de ma mère. Je croyais que je ne pourrais plus jamais rire après tout ça. Et pourtant, je le pouvais. Je suis restée à la campagne presque 1 mois. Puis, j'ai loué une chambre modeste et tranquille chez une veuve. Madame Hélène Vassilievna. Une femme d'une gentillesse désarmante,
Le soir, on buvait du thé ensemble, on tricotait, on parlait de livres, sans drame, sans tension, juste humainement. Et c'est là, dans ce silence, qu'une pensée m'est revenue. Et si je n'avais pas seulement fui, mais bel et bien commencé à vivre? J'ai redécouvert la joie des petites choses, un plaid chaud, la musique classique à la radio, le goût du pain de seigle avec du beurre et du sel. Je savourais le simple fait d'être allongée à regarder le plafond, sans avoir à me presser. Et pour la première fois en 15 ans, personne ne m'interrompait. C'est arrivé alors que j'avais presque oublié le son de sa voix prononçant mon prénom. C'était un soir banal d'octobre. Le vent poussait les feuilles jaunes sur le trottoir et dans la maison flottait l'odeur de pommes au four. Hélène venait tout juste de les sortir. On était assises en silence dans la cuisine. Ce genre de silence que seules les femmes qui n'ont plus rien à prouver l'une à l'autre peuvent partager. Et puis, quelqu'un a frappé à la porte. Discrètement, mais avec assurance. Hélène est allée ouvrir. Moi, je suis restée assise. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur s'est serré. Tout s'est figé en moi. Je l'ai senti avant même d'entendre sa voix. Marie est là? C'était Laurent. Il se tenait sur le seuil, le visage pâle, les yeux rougis. Vieilli. Pas comme on vieillit avec les années, mais comme on vieillit sous le poids de la douleur, de la peur ou de la lucidité. Je suis sortie dans le couloir. Il m'a regardé comme s'il voyait un fantôme. Marie. Mon Dieu, tu as disparu? Pourquoi? Je suis restée silencieuse. Je l'ai regardé comme un inconnu. Il est entré sans y être invité et a posé un sac par terre. Dedans, il y avait l'album photo, celui que j'avais laissé sur l'étagère. Il me l'a tendu, comme une preuve. J'ai compris maintenant, a-t-il dit. Tout. J'ai été un imbécile. Elle et moi, c'est fini. Je croyais que c'était de l'amour, mais c'était du vide. Et toi, tu vis ici. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris ma tasse et suis retournée dans la cuisine. Il m'a suivie. Pardonne-moi, Marie. Je ne savais pas à quel point tu étais forte. Comment tu as pu te taire si longtemps? Comment tu n'as rien détruit? Tu es juste partie. Je l'ai regardé et j'ai dit calmement. Je ne suis pas partie parce que tu m'as trahi. Je suis partie parce que je n'étais plus moi-même. Et maintenant, je suis revenue à moi. Et tu sais, Laurent, je vais bien sans toi. Il s'est assis, a baissé la tête. Il s'est tu. Puis, d'une voix basse, il a demandé « Je pourrais venir parfois? Juste parler ?» J'ai souri, tristement mais honnêtement. « Non, Laurent, je n'ai pas besoin de parfois, j'ai besoin de jamais. » Ce n'était pas de la cruauté, c'était une frontière, claire, solide, mienne. Il est parti 15 minutes plus tard, sans scène, sans cri, seulement avec cet album dans les mains, un album dans lequel je ne vivais plus. Et quand la porte s'est refermée derrière lui, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti une victoire. J'ai ressenti la paix. Il m'avait retrouvée. Mais moi, je ne m'étais plus perdue. Après sa visite, un profond silence s'est installé. Pas un vide, une clarté, pour la première fois depuis des années. Personne ne voulait rien de moi. Personne ne mentait. Personne ne me pressait. Je vivais. Beaucoup de femmes pensent que, pour être libre, il faut crier, prouver, se battre. Je le pensais aussi. Mais il s'avère que la vraie liberté arrive quand on cesse simplement d'attendre. Je n'attendais plus d'excuses, je n'attendais plus qu'il comprenne quoi que ce soit. Je ne lui voulais pas de mal. Sincèrement, je voulais juste qu'il se retrouve, même si ce n'était pas avec moi. Je ne lui ai pas pardonné, mais je l'ai lâché. Et ça, c'était encore plus fort que la vengeance. Un matin, en préparant du thé, je me suis surprise à penser. Je suis heureuse, pas bruyamment, pas ostensiblement, mais en silence, jusqu'au fond des os, comme un châle chaud sur les épaules un jour de froid. Rien ne pèse, ça réchauffe. J'avais commencé à aller au club des aînés, pas par ennui,
mais parce que j'avais envie d'être parmi des êtres vivants. On chantait, on buvait du thé, on se racontait nos histoires, et j'ai compris que je n'étais pas seule. C'est là que j'ai rencontré Pierre, veuf, discret, courtois, avec une voix douce, presque sortie d'une émission radio des années 50. Il ne posait pas de questions inutiles. Il s'est juste approché un jour et m'a dit « Vous tenez debout avec une beauté rare, pas comme une femme qui a souffert, mais comme une femme qui a compris. » J'ai souri. Je suis simplement fatiguée d'être l'ombre de quelqu'un. Il n'a rien répondu. Il s'est assis près de moi, et nous sommes restés là, longtemps, en silence, et je me sentais bien. Je ne suis pas tombée amoureuse, pas encore, mais pour la première fois, j'ai accepté cette pensée, que c'était peut-être encore possible, que mon cœur n'était pas définitivement fermé, que je pouvais rire encore, ressentir, m'ouvrir, sans peur, sans douleur. Laurent n'a plus appelé, il n'a plus écrit, et je lui en ai été reconnaissante. Il avait compris. Enfin, j'ai continué à vivre. Et chaque matin, je me réveillais en me disant « Aujourd'hui est pour toi, pas pour lui, pas pour les souvenirs, pas pour les regrets, pour toi seul. » Et cette pensée simple me rendait plus forte que je ne l'avais jamais été. Un jour, j'ai ouvert la vieille boîte, celle où je gardais lettres, photos, souvenirs. Je l'avais évitée longtemps. J'avais peur que, si je l'ouvrais, elle m'engloutisse. Mais ce jour-là, j'étais en paix. Je savais que je ne coulerais pas. J'ai retrouvé la lettre que j'avais écrite le jour où j'ai quitté Laurent. J'ai relu chaque ligne. Il n'y avait pas de colère, juste de la fatigue. Une fatigue profonde, féminine. Fatiguée des rôles à jouer, des attentes, des trahisons silencieuses accumulées au fil des ans, j'ai compris combien une femme peut porter en elle avant de dire « assez ». J'avais dans les mains nos vieilles photos, la jeunesse, le mariage, la naissance de notre fils. Il est mort tout petit, mais il est resté avec nous, dans ces rares moments où nous y avons encore cru, ou du moins fait semblant. Sur une photo, je porte une robe colorée et je ris. Laurent me tient par les épaules. On semblait encore y croire. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée là, avec ces images, et j'ai pensé. Tu as vécu cette vie avec honnêteté. Même quand on t'a menti, tu es restée vraie. Même trahie, tu es restée femme. Le passé n'a pas disparu. Il vit en moi, mais plus comme une plaie, comme une ride. Une mémoire, pas une douleur. Je suis allée vers le miroir. Je me suis regardée attentivement. Le visage n'était plus jeune, les yeux moins lumineux, mais le regard était clair, solide. Je me suis plu, pas comme dans la jeunesse, quand on veut plaire aux autres. Pour de vrai, j'ai enfilé cette vieille robe bleue à petites fleurs blanches, celle de mes 30 ans, et elle m'allait encore, pas à la silhouette, à l'âme. Je me suis regardée et j'ai pensé « Te voilà, la vraie moi, vivante, ancrée, libre. » Puis je suis sortie. Le vent était froid, mais le soleil brillait. La lumière d'automne traversait les branches, et dans cette lumière, il y avait quelque chose qui ressemblait au pardon. Pas envers lui, envers moi. Parce que lâcher prise, ce n'est pas toujours pour ceux qui t'ont fait du mal. Parfois, c'est pour soi. Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est cesser de porter ce qui ne t'appartient plus. La femme silencieuse, c'est ce qu'on nous a appris à être. Patiente, modeste, docile. Mais moi, j'ai décidé. Plus de silence. Pas pour hurler la douleur, mais pour parler de la sortie. Pour être la voix de celles qui chuchotent encore sous la couette. Au club, avec les autres femmes, j'ai raconté mon histoire. Pour la première fois à voix haute, sans papier, sans réécriture. Juste comme elle était, d'abord, il y a eu le silence, puis des larmes. Pas les miennes, les leurs. L'une, Valentina, s'est approchée et m'a murmuré « Tu as dit ce que je n'osais même pas penser. » Puis une autre, Nadia, m'a serré la main et a dit « Tu m'as donné de la force. »
Je n'aurais jamais cru que mes mots pouvaient devenir un appui pour quelqu'un. J'avais juste survécu. Et il s'est avéré que c'était déjà un exploit. On a commencé à se retrouver à part, en petits groupes. On écrivait nos histoires. On partageait nos pensées, nos peurs, nos projets. L'une a avoué que son mari la frappait. Une autre qu'elle vivait avec un homme qui avait déjà une autre famille. Une troisième a dit qu'elle craignait plus la solitude que la trahison. J'ai compris. Nous ne sommes pas seuls. On a juste trop longtemps gardé le silence. Et quand on commence à parler, quelque chose se réveille en nous. Quelque chose d'ancien, de féminin, de sage, d'inflexible. J'ai commencé à tenir un journal, pas seulement pour moi, pour les autres aussi. J'écrivais ce qui avait changé, ce qui m'avait aidé, quelles pensées m'avaient sauvé dans les moments les plus sombres. Voici un extrait que j'ai ensuite lu à voix haute. Tu n'es pas vieille, tu es libérée, tu n'es pas abandonnée, tu es partie, tu n'es pas seule, tu es avec toi. Et c'est la plus sûre des compagnies. Ces mots, d'autres les ont recopiés, collés sur leur miroir, glissés dans leur sac à main. Je ne suis pas devenue psychologue. Je n'ai pas créé d'association. J'ai juste fait une chose. Je me suis assise auprès d'autres femmes et je leur ai dit « J'ai traversé ça. Et toi aussi. Tu peux y arriver. » Et peu à peu, quelque chose de plus grand que la rancune est né en moi. Une mission, une paix discrète, mais déterminée. Transmettre ce qui, un jour, m'a sauvé. Parfois, on dit « j'ai survécu ». Mais c'est tout aussi important de dire « aujourd'hui, j'aide d'autres femmes à survivre ». Voilà ce qu'est la vraie guérison. Parfois, je m'installe près de la fenêtre et j'observe la pluie. Les gouttes tapotent doucement la vitre, comme si quelqu'un me murmurait « Tu es chez toi ?» Et je souris. Parce que oui, je suis chez moi. Pas dans un appartement, pas dans les bras de quelqu'un. En moi-même, cela fait plus d'1 an que je suis partie. Et parfois, j'ai l'impression que c'était une autre vie. Pas une vie effrayante, juste une vie qui n'était pas la mienne. Aujourd'hui, je peux en parler calmement, comme on parle d'un roman qu'on a lu. J'ai pleuré en le lisant. Mais j'ai tourné la page. Laurent ne m'a plus écrit, plus appelé. Il s'est peut-être remarié ou replié sur lui-même. Je ne sais pas. Et vous savez quoi? Je n'ai même plus envie de le savoir. Ce n'est pas de la colère, c'est une limite. Quand on a vraiment lâché prise, on n'a plus besoin de suivre ceux qu'on a laissés derrière. J'ai loué un petit appartement. De ma fenêtre, je vois un parc. Le matin, il y a des mamans avec des poussettes, des retraités avec leurs cannes, des chiens qui courent après les pigeons. Moi, je bois du thé au gingembre et au miel. J'allume un vieux lecteur à cassette et j'écoute parfois Alla Pugacheva, parfois Victor Tsoi. Selon mon humeur, j'ai commencé à vivre comme je voulais. Pour la première fois de ma vie, j'ai recommencé à apprendre. J'ai suivi un cours en ligne de littérature. J'ai un vieux portable. C'est la petite fille de Lydia qui me l'a configuré. Je relis de la poésie. Parfois, j'écris. Peut-être qu'un jour, je publierai un petit livre. Pas pour la gloire, juste pour que quelqu'un, un jour, le lise et se dise « Je ne suis pas seule ». Je vois toujours Pierre. On boit du thé, on s'assied parfois sur un banc, sans rien dire. Entre nous, il n'y a pas de précipitation, juste une paix tranquille. Et toi, tu crois? M'a-t-il demandé récemment. Tu as encore envie d'aimer quelqu'un? Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis, j'ai dit, j'aime déjà, moi-même, les matins, le silence. Et peut-être, toi aussi. Il a doucement hoché la tête. C'était suffisant. Oui, je n'ai plus besoin de beaucoup, juste de l'essentiel, du simple, du vrai. Sans trop de mots ni de promesses. Je ne me prends pas pour une héroïne. Je suis juste une femme qui, un jour, a dit « Je ne suis pas un objet, je suis une personne. Et je mérite d'être heureuse, même à 72 ans. » Aujourd'hui, j'en ai 73 et je souris plus souvent qu'à mes 30 ans.
parce que je ne vis plus pour les autres. Je vis en moi, pour moi et avec moi. Il y a quelque temps, on m'a invité à parler dans une petite bibliothèque municipale, devant un groupe de femmes. Vous parlez d'une manière qui touche le cœur, m'ont-elles dit. Au début, j'ai refusé, et puis j'ai réfléchi. Pourquoi pas? Si au moins l'une d'entre elles repartait un peu plus forte, alors ça en valait la peine. Je suis montée sur scène. Au premier rang, il y avait des femmes comme moi. Certaines portaient un foulard, d'autres avaient les cheveux blancs. Certaines avaient encore de l'éclat dans les yeux. D'autres, un regard éteint. Je ne tenais pas de papier. J'ai juste dit « Je m'appelle Marie. J'ai 73 ans. Et je ne suis pas venue pour vous enseigner quoi que ce soit. Je suis venue vous dire « Nous n'avons pas à être fortes dans le silence. » J'ai raconté mon histoire, pas vite, pas point par point. Comme si je les prenais par la main et les emmenais avec moi, à travers la douleur, le silence, la fuite, le thé avec une amie, une photo, une valise, ce matin-là où je me suis réveillée sans avoir peur. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence. Quelques secondes, puis des applaudissements. Pas forts, plutôt doux, comme si chacune applaudissait pour elle-même. Après la rencontre, une femme s'est approchée, discrète, avec des lunettes. Elle tenait son sac comme un bouclier. Madame Marie, moi aussi je pense à partir, depuis longtemps, mais j'ai peur. Je lui ai pris la main. Aie peur, mais pars. La peur, ce n'est pas un mur, c'est du brouillard. Et il finit toujours par se dissiper. Elle a hoché la tête, et dans ses yeux, j'ai vu celle que j'étais, il y a quelques années, et peut-être celle qu'elle sera dans quelques années. On ne sait jamais qui l'on touche avec une parole, un geste, ou le silence qu'on choisit enfin de briser. Chez moi, sur le mur, j'ai un cadre. Dedans, il n'y a pas de photo de moi avec Laurent. Il y a une carte postale offerte par une femme du groupe. Il y est écrit « La vieillesse n'est pas une fin, c'est l'endroit où commence ta version la plus sincère. » Je la regarde chaque matin et je souris parce que oui, j'ai vécu. Oui, on m'a trahi. Oui, je suis partie. Mais surtout, j'ai survécu. Et je ne me tais plus. Si tu as écouté mon histoire jusqu'au bout, je veux te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas seul. Toi, oui, toi qui bois ton thé en pensant. Je suis trop vieille pour tout recommencer. Toi, qui mets de côté tes envies parce que il est fatigué. Les enfants sont pris. Qui a besoin de moi maintenant? Toi, qui caches tes larmes dans l'oreiller pour que personne ne les voie. J'ai été toi. Je sais ce que c'est. Avoir peur de partir. Avoir peur de rester. Avoir peur qu'on ne te voie plus jamais comme une femme, pas comme une ménagère, pas comme une vieille copine, comme une âme vivante. Mais écoute-moi, si tu entends ma voix, c'est que tu es vivante. Et si tu es vivante, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour rêver, pour partir, pour commencer. Peu importe ton âge, peu importe les rides. Ce qui compte, c'est la flamme qu'il te reste à l'intérieur. Et cette voix que tu n'as pas encore osé faire entendre. Moi, je suis Marie. Et à 73 ans, je n'ai pas recommencé à vivre. J'ai commencé à vivre sans peur, sans culpabilité, pas pour quelqu'un, avec moi. Et si quelque chose en toi a bougé en m'écoutant, ce n'est pas un hasard. C'est ton cœur. Il bat, doucement, mais fermement. Et il te rappelle, tu n'es pas brisée. Tu es juste restée silencieuse trop longtemps. Tu peux commencer petit, dire non là où tu disais comme tu veux, mettre la robe que tu aimes, même si personne ne la voit, t'offrir des fleurs, pour rien. Et puis, te regarder dans le miroir et te dire « Je suis là, je compte, je mérite d'être aimé. » Même si cet amour commence par moi, Et crois-moi, cela suffit pour commencer à changer ton monde. Tu n'es pas vieille, tu n'es pas en retard, tu es une femme. Et cela signifie que tu peux encore être forte, chaleureuse et libre. Et si mon histoire t'aide à faire ne serait-ce qu'un seul pas,
alors tout ce que j'ai traversé n'aura pas été vain. Avec amour, avec vérité, avec force. Marie, 73 ans, vivante, authentique et heureuse.